Je n'oublie pas que pour vous, l'immigration est un projet. Pour nous, cela reste un problème. Merci beaucoup, cher collègue. Le 12 juin dernier, le pacte européen sur la migration et l'asile est entré en application en France. 9 règlements, une directive, la plus grande refonte du droit d'asile depuis 20 ans. Mais son contenu, lui, ne sera jamais voté par les députés. Le gouvernement a choisi les ordonnances. Ce soir-là, à 1h du matin, la commission des lois a explosé. Intervenants. Donc, il ne s'agit en aucun cas d'un contournement du Parlement, mais par principe, les règlements européens sont, et vous venez de le rappeler, d'application directe dans les États membres. Je rappelle d'ailleurs que les textes du pacte ont été adoptés par les instances européennes après 10 années de négociations. Ces 10 années de négociations ont permis de mettre au point une réforme structurelle. Ce qui nous est soumis ce soir, un projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance ses adaptations au droit de l'Union européenne, et évidemment un texte qui propose plus d'immigration. C'est un texte évidemment politique qui cache une réalité brutale, la déclinaison directe d'un renoncement historique, le pacte européen asile et immigration que nous avons combattu au Parlement européen et que nous continuerons de combattre. Ce texte nous propose donc de habiliter le gouvernement à décider par ordonnance de la politique migratoire, mais permettez-moi de vous rappeler que sous la Macronie de M. Castaner à M. Nunez, actuellement ministre de l'Intérieur, en passant par M. Darmanin ou M. Retailleau, nous avons toujours accueilli à peu près 500 000 personnes par an dans notre pays. Donc nous n'avons pas envie de vous habiliter par ordonnance à gérer la politique migratoire de notre pays. Le 12 juin 2026, ce pacte imposé par la Commission européenne est entré officiellement en application. Derrière son intitulé technocratique se cache une réalité simple. Ce texte prévoit d'imposer aux États membres l'accueil obligatoire de migrants supplémentaires répartis sur tout le territoire. Pour la France, ces conséquences sont évidemment considérables. La Macronie et ses alliés imposent la répartition de migrants dans nos communes, des migrants qu'évidemment les Français refusent majoritairement depuis tant d'années. Et si notre pays refusait d'appliquer cette politique, Bruxelles a déjà prévu la sanction. Une amende de 20 000 € devra être versée pour chaque migrant refusé. Autrement dit, les Français sont confrontés par votre faute à un choix inacceptable. Subir une immigration imposée ou payer une pénalité financière décidée par l'Union européenne. Nous n'oublions pas l'alliance de circonstances entre les LR du PPE, les socialistes et évidemment le groupe Renew des macronistes qui a entériné ce texte et qui nous les impose aujourd'hui. Je ne reviens pas évidemment sur le défi migratoire du siècle qui impose évidemment des contraintes rédhibitoires pour notamment l'identité de notre pays. Mais le scandale ne s'arrête pas à Bruxelles, il se poursuit ici même. Craignant un rejet à l'Assemblée nationale, le gouvernement, monsieur le ministre, le vôtre, a refusé de soumettre la transposition de ce pacte migratoire au vote des députés. Vous avez choisi de solliciter une habilitation par ordonnance afin d'adapter discrètement le droit français aux exigences de Bruxelles. Cette méthode contourne totalement la représentation nationale. C'est un déni démocratique sur un sujet pourtant si important. Cette situation va créer une grande confusion juridique et renforcer encore le pouvoir des juges en matière migratoire, de votre aveu même, monsieur le ministre. Les députés européens du Rassemblement national, eux, s'y sont évidemment opposés, avec en chef de file Jordan Bardella. Les peuples européens aspirent à la protection et au respect de leur volonté. Un pays qui ne maîtrise pas ses frontières n'est pas un pays libre, monsieur le ministre. Un peuple qui ne décide pas de sa politique d'immigration n'est plus un peuple souverain. Nous demandons donc que la France refuse l'application de ce pacte migratoire européen. Nous avons d'ailleurs saisi la Cour de justice de l'Union européenne sur ce sujet pour utiliser tous les outils juridiques qui sont en notre possession pour bloquer ce texte. Nous demandons également que les Français soient enfin consultés, et ils le seront en 2027 si les Français font évidemment la confiance en Marine Le Pen dans les urnes. Après des décennies de renoncement, LR, socialistes, macronistes, il est temps de rendre au peuple français le pouvoir de décider qui entre sur son territoire et dans quelles conditions. Nous voterons résolument contre ce texte, contre vos ordonnances qui sacrifient notre souveraineté sur l'autel technocratique bruxellois. Je n'oublie pas que pour vous, l'immigration est un projet. Pour nous, cela reste un problème. Merci beaucoup, cher collègue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, derrière ce projet de loi se cache une transformation profonde du droit d'asile. L'asile, c'est la France qui protège. L'asile, c'est la France des Lumières, éteinte par la Macronie, secondée fortement en cela par le Front National. Vous nous demandez de vous autoriser à modifier très sensiblement par ordonnance le CESEDA afin de mettre en œuvre plusieurs règlements du pacte européen sur la migration et l'asile.
Soyons clairs, nous ne parlons pas ici de simples ajustements techniques. Nous parlons du principe qui doit être respecté de non-refoulement. Nous parlons du droit à un recours effectif. Nous parlons de privation de liberté. Nous parlons finalement du respect des engagements internationaux de la France et donc du respect du droit international. Et c'est précisément sur ces sujets que vous demandez au Parlement de s'effacer. Vous évoquez l'urgence de la mise en œuvre du pacte pour justifier le recours aux ordonnances. Mais l'urgence ne pourra pas justifier que le Parlement soit privé d'un débat sur des dispositions qui touchent directement aux libertés fondamentales. Lorsque sont en jeu le droit d'asile et le respect de nos engagements internationaux, c'est bien au Parlement de légiférer, certainement pas au gouvernement, et quel gouvernement, de décider seul. Monsieur le ministre, les engagements internationaux de la France, monsieur le ministre, ne peuvent disparaître à la frontière, encore moins dans des zones de transit. Monsieur le ministre, ce que nous attendons aujourd'hui de votre part, ce sont des réponses à ces questions de fond, au moins à ceux qui seraient prêts à vous faire confiance aveuglément, ce qui n'est de toute façon évidemment pas notre cas. Et il faudrait démontrer que les choix que vous vous apprêtez à faire garantiront pleinement le respect des engagements internationaux de la France. Et d'une façon générale, vous nous prouvez plutôt le contraire. Donc, monsieur le ministre, comment allez-vous organiser cela dans le respect du droit international sans ajouter du traumatisme au traumatisme? Que cette procédure ne soit pas simplement théorique. Par ailleurs, la crédibilité d'une politique migratoire se mesure avant tout à l'efficacité des décisions prises. Chaque année, 140 000 obligations de quitter le territoire français sont prononcées, mais leur taux d'exécution demeure particulièrement faible, autour de 10%. Cette situation, évidemment, alimente un sentiment d'impuissance publique. Une décision administrative est prise, mais hélas, elle n'est pas suivie d'effet dans la très grande majorité des cas. Le pacte européen, justement, prévoit une meilleure articulation entre procédure d'asile et procédure de retour. Comment, monsieur le ministre, le gouvernement auquel vous appartenez entend-il utiliser les nouveaux outils européens pour pouvoir améliorer concrètement le taux d'exécution des OQTF? En tout cas, c'est une question qui se pose désormais avec une acuité très forte. Et dans Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous sommes réunis aujourd'hui pour un étrange exercice démocratique. C'est en réalité une pièce de théâtre filmée que vous allez pouvoir montrer à la Commission européenne pour montrer votre bonne foi à l'égard de la transition du pacte qui semble impossible, surtout pour éviter une sanction. Et de quel pacte parlons-nous? Un pacte où l'on examine une demande d'asile en quelques jours alors que la survie des personnes en dépend, où l'on enferme des familles entières derrière des grillages pendant que leur dossier est traité, où l'on envoie des personnes vers leur pays d'origine ou vers des pays tiers avec lesquels l'Union européenne aura signé un accord et cédant ainsi sa souveraineté à des pays peu démocratiques. Des femmes qui fuient un mariage forcé, des opposants politiques, des jeunes homosexuels menacés dans leur pays seront entendus à la va-vite, parfois en visioconférence, verront leurs demandes rejetées, seront enfermés dans des centres de retour, puis expulsés avant même que leur histoire n'ait réellement été examinée. Vous savez ce que révèle ce pacte. Faire de l'immigration un problème, le bouc émissaire des malheurs du monde, et y répondre par toujours plus d'enfermement, de contrôle, de frontières, de barrières. Ce glissement du macronisme est tristement banal. Tel Mithridate, vous absorbez à chaque étape un peu plus du poison xénophobe de l'extrême droite, au point de ne plus voir que vous en êtes désormais totalement contaminé, dans une forme de servitude volontaire à ses pires penchants. Nous l'avons vu avec la loi immigration de 2024, qui a marqué une étape majeure dans la normalisation des thèses du Rassemblement national, au point qu'il y a vu, je cite, « une victoire idéologique ». Nous l'avons vu plus récemment encore avec le décret Baptiste qui organise de fait l'exclusion des étudiants extracommunautaires du service public de l'enseignement supérieur. Vous l'avez entendu, parfois naïvement étourdi par le bruit des bottes lorsque les néo-nazis de l'AfD et leurs alliés du Rassemblement national scandaient dans l'hémicycle européen « Send them back » en parlant des réfugiés de l'Europe. Et nous y assistons ce soir, monsieur le ministre, quand vous n'évoquiez que les mesures les plus restrictives du pacte, soit pour flatter l'ego et les lubies du Rassemblement national ou au pire pour avoir leur vote. Chacune de vos concessions est une faute morale.
Chacune est une impasse. Elles alimenteront le chaos sans jamais résoudre les difficultés auxquelles nos concitoyens sont confrontés. Chacune de ces concessions aura des conséquences, non seulement sur ce qu'il vous restera de courage politique pour les mois à venir, mais surtout sur la vie des personnes que vous semblez avoir oubliées. Vous parlez de flux, de mouvements secondaires, primaires. Moi, je parle de la vie des femmes et d'hommes que j'ai rencontrés. Maria, 45 ans. Je l'ai rencontrée le 15 juin, elle est équatorienne. Je l'ai rencontrée à Roissy 48 heures après son arrivée. Elle avait un atelier de couture en Équateur. Elle a dû le fermer parce que des groupes criminels la rançonnaient et la menaçaient de mort. Comme seulement 2% des demandeurs d'asile venant d'Équateur aboutissent en Europe, eh bien, elle est directement orientée vers cette procédure d'asile à la frontière sans la connaître, alors que la PAF fait les asiles ce qu'il faudrait faire. Au lieu de cela, vous allez nous demander de vous autoriser à réformer par voie d'ordonnance près de 40% de notre CESEDA. Cette habilitation est d'une ampleur considérable et les décrets que vous avez déjà pris, y compris sur les marges laissées par les directives européennes, me laissent peu d'espoir sur votre manière de légiférer à la place du Parlement. Le droit européen vous laissez pourtant 2 années pour préparer cette transposition, mais vous n'avez rien fait. D'autant plus que cette transposition n'a rien de mécanique. Plus de 150 clauses facultatives laissent au gouvernement une très grande marge d'appréciation. Vous évoquez l'urgence, mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens désorganisés. Alors j'ai même plus de questions à vous poser, Merci. Monsieur le Ministre, parce que je ne crois plus en votre capacité à tenir la digue. Parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc la méthode de gouvernement est un peu cavalière. Ça fait 2 ans que l'on sait que ce règlement européen va donc arriver à être mis en valeur, enfin à être appliqué véritablement en juin 2026, et nous sommes en juillet 2026, et on nous propose tout simplement de laisser les clés du camion au gouvernement qui va écrire les ordonnances. Vous comprendrez que la méthode peut choquer les parlementaires que nous sommes, puisque normalement, bien sûr, ces choses-là doivent plutôt être du législatif que du réglementaire, et donc plutôt, bien sûr, fait par les députés que par le gouvernement. Il faut régulariser les choses. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui restent en vigueur tant qu'on ne les a pas modifiées, et il pourra y avoir des recours contentieux, c'est-à-dire que pour contester une décision qui aura été prise, par exemple, par l'OFPRA, des avocats pourront, en se basant sur la loi ancienne, introduire un certain nombre de recours, et au final, c'est le juge qui dira le droit. Ça veut dire que si on ne fait pas adopter de loi, c'est le juge qui dira le droit. Donc les qui m'ont été posés par monsieur le député Guiton. Bon, évidemment, je ne les partage pas, parce que le but, c'est pas qu'on ait des arrivées de milliers de migrants. Bien au contraire, puisque la procédure d'asile à la frontière, elle vise à retenir les gens à la frontière le temps d'examen de l'examen de leur demande. Deuxièmement, il faut quand même avoir en tête que le pacte, ça n'est pas que l'asile à la frontière. On a une refonte complète du mécanisme de Dublin, qui est beaucoup plus rapide, qui enserre les procédures dans des délais qui sont extrêmement réduits. Et surtout, il y a une modification essentielle, c'est qu'on n'a plus besoin de prendre une décision, de saisir l'État membre dont on considère qu'il est en responsabilité de l'examen de la demande. Une simple notification peut suffire. Donc il y a un allègement du mécanisme de Dublin, un allègement des mécanismes de solidarité pour éviter justement les mouvements secondaires. Et donc je crois qu'il y a des procédures qui renforcent au contraire nos capacités de contrôle. La procédure de filtrage, par exemple, qui est rendue obligatoire dans le cadre de l'asile à la frontière. Cette procédure de filtrage, elle a été renforcée et elle s'appliquera partout sur le territoire national pour les étrangers en situation irrégulière. Et c'est une procédure qui permet de mettre en place des contrôles renforcés et d'avoir des données qui seront saisies dans Eurodac, qui seront beaucoup plus vastes, et notamment la biométrie, mais pas que, un certain nombre d'autres informations qui sont beaucoup plus vastes et qui permettront de renforcer nos contrôles et d'assurer des meilleurs contrôles, là où Eurodac actuellement n'est qu'un outil qui ne permet que finalement d'assurer la gestion et de suivre la gestion du Dublin. Autre élément, donc voilà parmi les éléments qui, nous, de notre point de vue, au contraire, le pacte permet de renforcer ces contrôles, et c'est une harmonisation par ailleurs de la gestion de l'asile pour l'ensemble des pays européens. Tous les pays d'entrée au sein de l'Union européenne seront tenus d'appliquer ces procédures, seront tenus de servir Eurodac et seront tenus de se conformer à ce régime, encore une fois, dont on a absolument besoin. Si nous n'avons pas de disposition législative, l'asile à la frontière, tel que le pacte prévoit qu'il soit appliqué, ne pourra pas s'appliquer de la même façon parce qu'on est dans l'incapacité de prévoir des mesures de contrainte
à défaut de dispositions législatives. Voilà pour quelques exemples qui montrent bien que nous sommes nous considérons au contraire que ce pacte permet de mieux contrôler, de mieux maîtriser les entrées sur le territoire européen et donc sur le territoire national. À ce moment-là, des contentieux, et ce serait finalement le juge qui créerait le droit. Ce qui se ferait au détriment, évidemment, du Parlement, et ce qui n'est pas souhaitable. Et on préfère, évidemment, que ce soit par la voie législative, certes par ordonnance, mais il y a un projet de ratification, et on associera, évidemment, les parlementaires à cette réflexion. C'est la troisième fois que je le dis. Voilà, cette mécanique-là que voilà. On va continuer. On le fera. Monsieur Bernalicis, si vous voulez laisser finir le ministre, il est 1h30 si on peut éviter les interpellations. Sur la nouvelle capacité d'accueil. Le Rassemblement national et la gauche ne s'accordent sur rien, sauf sur un point, sur l'immigration, le Parlement a été mis dehors. Et vous, un gouvernement doit-il pouvoir écrire seul la politique migratoire de la France ? Dites-le en commentaire et abonnez-vous à En Clair.